Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vos familles respectives se portent bien. Nous nous retrouvons cet après-midi, il est 15h01 à Cotonou, au Bénin. Et comme prévu, nous avons promis qu'aujourd'hui nous allons parler des indicateurs du cadre logique. Hier, dans la série euh, dans ce que nous avons présenté hier, nous sommes revenus sur le système de suivi-évaluation. Et nous avons dit que, il est important de comprendre le rôle stratégique du suivi-évaluation et que c'est là où beaucoup de projets pêchent parce que la plupart du temps, les gens ne connaissent pas l'importance euh, des, euh, des données. Ils ne connaissent l'importance des données que lorsque ils ont vraiment besoin de données. Euh, donc, ce qui fait que beaucoup de projets échouent parce qu'ils ne mettent pas l'accent sur les données, alors que les données permettent de pouvoir voir si le projet évolue tel que nous l'avons planifié, de pouvoir quantifier les résultats. Et nous avons vu que un bon système de suivi et évaluation est comme un GPS. Un GPS qui nous aide à aller là où nous devons aller et nous sert à prendre des décisions. Pourquoi est-ce qu'on met en place un système de suivi et évaluation? C'est pour trois grandes raisons. La première, c'est pour la redevabilité et comptabilité. Euh, donc, la comptabilité, c'est de rendre compte de ce que le projet fait. Rendre compte au bailleur, rendre compte à la communauté, rendre compte au gouvernement. Le deuxième objectif, c'est la prise de décision. Sans les chiffres, vous pouvez pas savoir ce qu'il faut corriger, ce qui marche, ce qui ne marche pas, où est-ce qu'il faut renforcer, où est-ce qu'il faut ajouter les ressources, diminuer les ressources. Vous ne pouvez pas prendre des décisions. Et si vous ne prenez pas les décisions au moment où vous devez les prendre, c'est que le projet ira en échec, tout simplement. La troisième chose, c'est l'amélioration continue. Donc, le système de suivi et évaluation permet de corriger les erreurs, de renforcer ce qui marche bien. Et la quatrième chose, c'est la capitalisation, l'apprentissage. Et je suis revenu sur ça en vous parlant de la capitalisation. Si vous avez des formations en ligne qui parlent de capitalisation, si vous voulez avoir un plus par rapport aux autres qui sont en concurrence avec vous, orientez-vous vers la capitalisation, les spécifications techniques, les thèmes de référence, par exemple. Ce sont des compétences, des skills que les gens demandent. Il y a aussi l'évaluation de projets, ce sont des skills que les gens demandent. En termes d'outils de travail, veillez faire de SL, il faut être ami. Si vous avez juste le niveau débutant en SL, formez-vous en SL. Allez à SL niveau intermédiaire pour pouvoir générer des bases de données, faire des graphiques poussés, faire des tableaux croisés dynamiques, utiliser les logiques, les formules Excel, pouvoir faire des KISS, comment on appelle, des KPI, des tableaux de bord dynamiques sur Excel, sont des compétences qui sont recherchées. Si vous voulez aller pousser plus, actuellement, nous allons parler de ça aujourd'hui, c'est Cobotos Boss qui vous permet de pouvoir faire de la collecte numérique, collecte papier, plus personne ne le fait. On gagne en temps, on gagne en énergie, c'est en ligne, vous avez les données, vous avez des tri à faire, bref. Et pour l'analyse, vous avez l'SPSS. C'est le plus abordable dans l'outil statistique d'analyse que vous avez ça. Vous pouvez utiliser SPSS sans forcément être un spécialiste en statistique et en planification, mais il faut avoir des niveaux, il faut avoir des bases. Il faut quelqu'un qui maîtrise bien pour montrer ce qui est de votre niveau. Parce que moi, je ne suis pas là pour mentir aux gens. Si vous n'avez pas un bon niveau correct, SPSS, ça vous fait baver. Ne parle même pas de R, ne parle pas de Stata, ni de Python. Donc, c'est essentiel d'aller niveau par niveau. Vous commencez par SPSS, on va vous montrer ce que vous pouvez faire avec les analyses croisées, les tableaux variables, voilà, les tests statistiques, un peu, un peu. Donc, voilà. Donc, c'est ce que nous avons vu hier. Et nous sommes revenus sur un point crucial.
c'est que les gens pensent que le système de suivi-évaluation, c'est juste au début du projet. C'est faux. Nous avons vu avec le rôle du suivi-évaluation dans le cycle de projet, nous avons vu que le système de suivi-évaluation est déjà même à la phase d'identification du projet. Elle est présente dans toutes les phases du projet. Identification, conception, planification, mise en œuvre, suivi des résultats, hein, évaluation, capitalisation. Toutes ces phases-là, et un bon système de suivi-évaluation doit être mis en place. OK. OK. Donc, on a fait l'exercice, on a vu beaucoup de choses en plus. Bon, pour ceux qui veulent le cours, c'est ça comment faire. Aujourd'hui, je viens vers vous pour les indicateurs. Je vous ai dit que cette formation, c'est une formation, je ne suis pas là pour raconter, je sais pas moi. Euh, je vais partager mon écran. OK. Aujourd'hui, nous allons parler des indicateurs au tableau de bord. Nous entendons souvent indicateurs, nous entendons tableau de bord. Quels sont les mains concrètement? Quelqu'un a posé la question hier, quels sont les outils indispensables de suivi et évaluation moderne? Bon, nous allons en parler aujourd'hui un peu. Pour ceux qui sont intéressés pour la formation payante sur le suivi et évaluation des projets, il y aura une cohorte qui va commencer, je crois, le 8 août. Je pense que le 8 août. Donc, vous aurez tous ces détails avec le directeur de cabinet. Bon, pour ceux qui, aujourd'hui, prennent le cours en ligne, je me représente, je suis Codju Elia. C'est Nami, je suis béninois, je suis ingénieur statistique économiste. Actuellement, depuis 5 ans, voilà, j'essaie d'échanger en ligne, faire des formations gratuites sur tout ce qui est gestion des projets, suivi, évaluation, évaluation, toutes les nouvelles thématiques qui rentrent dans la gestion de projet, le genre, l'environnement. Voilà. Donc, je crois que d'ici le 18 juillet, nous allons commencer une formation sur euh, le suivi et évaluation des projets, la gestion des projets communautaires et le genre. Comment est-ce qu'on peut intégrer le genre dans la gestion communautaire? D'abord dans la phase de conception des projets jusqu'à la gestion des projets, à l'exécution du projet. Donc, si vous êtes intéressé, les inscriptions sont encore ouvertes. Pour cette formation en suivi et évaluation, je crois que c'est le 8 août, nous allons lancer la deuxième cohorte. Bon, actuellement, je suis directeur de la prospection de la planification au niveau d'une agence gouvernementale. Je ne vais pas donner le nom de l'agence, mais c'est une agence qui coiffe tout ce qui est recherche au Bénin. Voilà. Euh, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons, excusez, je vais mettre ça en écran. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi beaucoup d'indicateurs ne servent à rien. Quand je dis ça, beaucoup de gens se posent des questions. Ouais, il y a beaucoup d'indicateurs que nous calculons qui ne servent à rien. Il faut qu'on se dise la vérité. Comment choisir les bons indicateurs? Comment choisir les bons indicateurs? Pourquoi le cas logique est le cœur du projet? Pourquoi les tableaux Excel ne suffisent plus? Comment les données circulent aujourd'hui dans un système numérique moderne? Voilà. Donc, à la fin, vous aurez voilà, la réponse à cinq questions. Bon, la première image que j'ai conçue avec euh, l'aide de l'intelligence artificielle, nous voyons un monsieur qui croupit sur des tas de simulations de données. Excel, les pictogrammes, les histogrammes, les camemberts. Voilà. C'est un monsieur, c'est un génie. Il a mis en place un système de suivi et évaluation. Mais les sorties qu'il a, c'est que le système qu'il a mis en place lui génère beaucoup de données. Beaucoup de données. Mais la grande question est de savoir, est-ce que les données qui sont générées là, est-ce que toutes ces données sont importantes? Est-ce que ça sert à quelque chose? Vous voyez, il y a des gens qui élaborent, qui mettent en place des systèmes de suivi et évaluation, qui ont 18 indicateurs, 20 indicateurs, 20, 30, 50 des fois.
La grande question est de savoir est-ce qu'ils ont vraiment besoin de tous ces indicateurs-là pour suivre le projet, pour pouvoir répondre aux questions importantes du projet. Non. La plupart du temps, la plupart des indicateurs que nous collectons à travers les outils de collecte ne servent pas à grand-chose. Pourquoi? Parce que lors de la conception du projet, nous ne faisons pas le bon choix, en fait. Et pour pouvoir faire le bon choix, il y a 5 questions clés que nous devons nous poser pour que le système de surveillance que nous mettons en place puisse être performant. Nous donne les bons indicateurs, nous donne les bons indicateurs pour que nous puissions prendre les bonnes décisions au moment opportun. Donc, ces 5 questions sont là, hein. Donc, il y a où en sommes-nous? Pour savoir où en sommes-nous, il faut forcément que nous puissions euh, faire une comparaison entre l'état actuel et les objectifs. L'état actuel et les objectifs. Donc, nous devons avoir un indicateur, un ou deux indicateurs qui puissent nous permettre de dire nous sommes à 5% alors que l'objectif est à 25%. Donc, il faut un indicateur pour pouvoir dire cela. Donc, un système de suivi et d'évaluation doit pouvoir être capable de répondre à cette question-là. Donc, ces questions, en vous posant ces questions, vous devez pouvoir sortir un indicateur qui renseigne de façon directe, pas approximative, directe à cette question. S'il y a un seul indicateur qui n'arrive pas à répondre totalement à cette question, vous pouvez aller à 2 indicateurs proches. La deuxième question, c'est sommes-nous dans les délais? Ah, donc, la deuxième question nous permet de savoir en termes de délai, est-ce que nous sommes en retard ou nous sommes en avance? Donc, il faut être capable de dire, nous sommes en avance sur le calendrier. Nous sommes en retard par rapport au calendrier. Voilà. La troisième question, est-ce que nous sommes dans les coûts financiers? Est-ce que la projection budgétaire que nous avons faite pour la mise en œuvre des activités et des résultats, est-ce que nous sommes toujours dans l'enveloppe qui nous est? Donc, vous devez pouvoir avoir un indicateur, bien, deux indicateurs qui parlent de ça, qui donnent ces réponses. Le quatrième, c'est les bénéficiaires. Est-ce que il y a un indicateur qui permet de mesurer le changement observé au niveau des bénéficiaires? Est-ce que le changement social là se voit? Est-ce que l'effet de changement, je reviens encore avec les hommes des moustiquaires imprégnés. Le but, en fait, de ce projet, c'était pas de distribuer des moustiquaires aux gens. Non, c'était que les gens puissent utiliser ces moustiquaires-là qui va les protéger des moustiques, qui fera qu'il y aura moins de cas de paludisme, ce qui baissera le taux de paludisme dans ces régions-là. Donc, le but n'était pas seulement d'acheter les moustiquaires et de les partager. Le but, c'est de pouvoir savoir, il y avait 10 personnes qui utilisaient les moustiquaires avant la mise en œuvre du projet. Nous sommes à 6 mois des résultats du projet. Nous constatons que les gens, nous avons distribué 1000 moustiquaires, oui, c'est bon. Nous avons touché 10 000 personnes par impact en termes de sensibilisation, ça c'est bon. Mais le plus important, c'est de savoir si les 1000 moustiquaires que nous avons distribués, est-ce que les gens utilisent vraiment ces moustiquaires? Est-ce qu'ils dorment sous ces moustiquaires? C'est ça le changement de comportement. C'est ça le changement que nous visons. Donc, il faut des indicateurs, et je vous dirais, les meilleurs indicateurs, c'est les indicateurs d'effet. Les indicateurs qui montrent le changement. Ouais, c'est ça le but du projet. C'est pour que les gens changent de comportement, adoptent les nouveaux comportements. Donc, si nous construisons un système de pilotage performant et nous posons les 3 premières questions, c'est bon. Si nous arrêtons aux 3 premières questions avec des indicateurs comme ça, nous aurons beaucoup d'indicateurs, de produits, d'activités, mais qui ne serviront à rien pour apprendre
décisions. Puisque les bonnes décisions, les décisions stratégiques, hier on parlait des trois niveaux euh, de décision. Il y a les décisions, je me rappelle pas, stratégie, tactique et opérationnelle. Mais les décisions qui ont des impacts, qui font changer le cours du projet, qui font évoluer le projet, c'est des décisions stratégiques. Et ces décisions se prennent sur la base d'indicateurs euh, d'effet, de changement. Et c'est pour ça que vous avez en violet là, vous allez voir des personnes qui sourient. Avant, elles ne souriaient pas, maintenant, il faut qu'elles sourient. Donc, avec en bas, comment dit-on, l'histogramme qui montre que de 2013 à 2020, on doit pouvoir avoir un changement social, un impact social qui doit croître, en fait. Voilà. Donc, il y a une troisième question que nous devons nous poser qui permet de pouvoir prendre des décisions. Et ça, c'est pas dans le système du cadre logique, mais on se la pose pour pouvoir faire les corrections. Que devons-nous corriger? Étant donné que nous avons les quatre indicateurs, ça nous permet de pouvoir avoir une vue globale du projet. Et la cinquième question vient nous, nous appeler à une action, à agir. Ouais, la cinquième question nous amène à agir pour que nous puissions changer, apporter des solutions, analyser les écarts et mener des actions correctives. Donc, le système système, le cerveau d'un système de suivi-évaluation, ce n'est pas les logiciels. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui courent derrière le logiciel pour on dit non, je connais déjà gestion de projet, je connais déjà suivi-évaluation, je connais déjà tout. Maintenant, je veux les logiciels, je veux faire Stata, je veux. Bon, ça, c'est pas mauvais. C'est aussi bon si quelqu'un me dit qu'il connaît, c'est quoi? Mais ceux qui disent qu'ils connaissent, est-ce qu'ils connaissent vraiment? Je ne peux pas mettre ça en doute. Mais le fait est qu'il faut faire très attention. Si vous avez un modèle de système de suivi-évaluation qui n'a pas un flux logique, hein, qui n'a pas ce que j'appelle flux logique, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est le même schéma, mais que j'ai repris avec plusieurs autres, euh, je dirais, images pour mieux montrer. Ça serait difficile parce que si on prend votre système de suivi-évaluation et il n'y a pas une logique, le flux de données derrière, c'est obsolète. Vous pouvez utiliser tous les logiciels que vous voulez. Vous n'allez pas pouvoir impacter le projet et fournir des indicateurs pertinents à la prise de décision. Donc, il ne s'agit pas de courir derrière les logiciels, il s'agit de s'asseoir, de mettre en place un bon système de suivi-évaluation qui répond aux cinq questions clés dont nous venons de, de parler, et ainsi de suite. Ici, c'est juste, je dirais, une suite logique, hein. Mais ici, j'ai mis plus l'accent sur le modèle intégré de pilotage performance. Quand je parle de modèle intégré de pilotage de performance, c'est objectif, indicateur, collecte, analyse et décision. Objectif, indicateur, collecte, analyse et décision. Je vous explique. Vous ne pouvez pas aller vers l'indicateur si vous n'avez pas fini d'avoir une vision claire des objectifs, de ce que vous devez mesurer. C'est pas possible. Parce que les indicateurs, c'est des indicateurs de performance dont on parle, sont des indicateurs qui proviennent des objectifs. Et quand on parle des objectifs, ça peut être des objectifs d'activité, ça peut être des objectifs de résultats, ça peut être des objectifs d'effet, ça peut être des objectifs globaux, c'est-à-dire des objectifs d'impact. Donc, il est important de définir des buts à atteindre et des résultats à escompter. Je prends un exemple. Pour la distribution des kits de moustiquaires, comme activité, nous voulons distribuer 10 000 moustiquaires. Ça, c'est un objectif clair qui peut être mesuré en termes d'objectif d'activité. 10 000 moustiquaires. Donc, vous convenez avec moi que si je dois mesurer les 10 000, la distribution des 10 000
moustiquaire, je dois ajouter un indicateur à cet objectif pour voir la progression dans le temps. Et pour pouvoir voir la progression dans le temps, l'indicateur qu'on peut trouver par rapport à cette activité, c'est le nombre de moustiquaires imprégnés distribués. Mais on peut dire la proportion, puisque nous savons que nous voulons faire 10 000, on peut dire quelle est la proportion de moustiquaires imprégnés euh, distribués en termes d'indicateurs. Je formule ça comme ça, j'ai une visée. Donc, si nous avons cet indicateur, la première question qu'il faut se poser, comment est-ce que nous pouvons collecter les informations par rapport à cet indicateur? Quel est le plan de collecte qu'on met en place associé à cet indicateur? C'est ça. Parce que chaque indicateur doit avoir un circuit de collecte bien défini. Est-ce que chaque personne qui remet un sticker à une personne, quelles sont les informations qu'elle doit relever sur cette personne avant de lui remettre? Ou on ne va pas aller vers les gens dans les quartiers, mais on crée un guichet unique où les gens de la population viennent, s'alignent, il y a 3 ou 4 guichets, où on leur donne les moustiquaires, et avant de leur donner les moustiquaires, on prend leur pièce d'identité, on relève le nom, voilà. Donc, tout ça là, c'est au niveau de la collecte des données. Donc, si nous avons l'objectif déjà, l'indicateur déjà formulé, et nous savons comment collecter, nous allons collecter. Et si nous collectons, il y a une quatrième phase que nous devons faire, c'est analyser l'indicateur, l'interpréter pour mesurer si nous sommes dans les clous ou pas, si nous sommes au rendez-vous ou pas. Si notre objectif sur 24 mois, c'est de toucher 10 000 personnes en termes de distribution de moustiquaires, c'est à nous de dire, les 3 premiers mois du début du projet, nous serons à combien de distribution? Les 6 premiers mois sont à combien? Les 9 premiers mois sont à combien? Les 12 premiers mois sont à combien? Ça, c'est ce que nous appelons des jalons, en fait, en termes de gestion de projet. Et que nous disons que 3 premiers mois, nous serons peut-être à, je sais pas, à 500. Oh, c'est ça, c'est beaucoup. On va dire à 50. 6 premiers mois, 100. Voilà, ainsi de suite. Donc, l'analyse nous permettra, au premier trimestre, si nous collectons les informations, de faire une comparaison et de voir si nous sommes vraiment à 50, nous sommes à 60, nous sommes à 40, nous sommes à 20, et de faire une analyse. L'analyse qui va sortir va nous permettre de prendre des décisions stratégiques. Vous dites, ah, normalement, nous devons être à 50 dans les 3 premiers mois, mais nous retrouvons à 30. Donc là, il faut corriger l'écart et améliorer la performance. Et comment est-ce que nous pouvons le faire? Nous pouvons doubler les équipes ou bien pour changer la manière de faire. Au lieu que nous attendons fraîchement dans les lieux climatisés pour que les gens s'alignent et viennent nous pour prendre la moustiquaire, nous pouvons organiser des campagnes et aller vers ces personnes-là et aller vers les populations pour augmenter le nombre de, de distribution. Et tout ça là, ça vient de l'analyse. Mais vous voyez, avant de prendre la décision, vous voyez tout ce qu'il faut faire. Il faut passer de l'objectif. Il faut avoir des objectifs clairs, chiffrés. Et par rapport à ces objectifs, il faut leur trouver des indicateurs SMART. Et pour les indicateurs SMART, lorsqu'on le trouve, il faut adosser pour chaque indicateur un plan de collecte et collecter les données. Lorsque nous collectons les données, nous les analysons. Lorsque nous les analysons, nous produisons des rapports qui permettent au coordonnateur, à l'équipe de pouvoir prendre des décisions idoines pour corriger les dysfonctionnements, les écarts et pour améliorer la performance. Donc, vous voyez que si ici, déjà au niveau des objectifs, vous ne définissez pas des objectifs clairs, précis, et que vous n'adossez pas des indicateurs clairs, précis, et que pour un objectif, vous-même, vous produisez 4 à 5 indicateurs, écoutez-moi bien, si pour un objectif, vous produisez 4 à 5 indicateurs,
Souvenez-vous que chaque indicateur a un coût de collecte. Chaque indicateur a un coût de collecte. Donc, si chaque indicateur a un coût de collecte, vous devez faire un plan de collecte pour chaque indicateur. Imaginez, si vous avez 18, vous devez faire un plan de collecte pour chaque indicateur. Vous pouvez à la fin fusionner le plan de collecte pour en faire un seul plan de collecte des indicateurs de performance. Mais d'abord, il faut prendre chaque indicateur pour savoir les suites de vérification. Les personnes qu'il faut aller voir. Le circuit à mettre en œuvre pour pouvoir. Est-ce qu'il faut aller sur le terrain? Il faut envoyer des enquêteurs. Est-ce qu'il faut faire des tableaux? Il faut tout ça là. Pas indicateur. Et vous n'êtes pas, vous n'êtes pas encore sorti de l'ornière. Pourquoi? Parce que quand vous finissez de connecter les 18 indicateurs, vous devez analyser chacun des 18 indicateurs, faire des tableaux, faire des croisements, sortir ce qui est indispensable à travers les analyses. C'est fastidieux. Pour qu'à la fin, quelqu'un puisse prendre la décision. Donc, tout est lié. Donc, c'est très bon d'avoir des tableaux Excel où il y a beaucoup de variables. Nous avons 30 variables, 40 variables, 50 variables. Nous avons collecté, c'est joli, tout ça là. Mais nous devons nous souvenir que toutes les données ne sont pas utiles. Toutes les données ne sont pas utiles. C'est à nous de faire le tri pour voir quel est l'indicateur qui impacte le plus, qui explique le plus l'objectif. Et c'est cet indicateur que nous prenons pour pouvoir faire l'indicateur de performance et pouvoir faire l'analyse. Parce que si nous avons un cas logique où nous avons 18 indicateurs, imaginez, aller collecter 18 indicateurs, venir, faire le traitement, le nettoyage de la base de données, lancer le plan d'analyse, pas indicateur, pas tableau, et pouvoir le faire, faire les croisements, faire les tableaux croisés dynamiques, sortir, faire des visualisations et sortir un rapport de 20 pages qu'on doit condenser à un rapport de 2 ou 3 pages au plus pour les décideurs, c'est fastidieux. Mais les maisons, oh, je parle le goût même. Mais les maisons, chez moi, dans ma langue, on dit que personne t'a envoyé quoi. Personne t'a envoyé à aller faire ce travail. C'est pour ça que dès le début, il faut être intelligent. Intelligent bien, il faut être malin. Il faut cibler les indicateurs qui, qui ont une valeur ajoutée. Et c'est ça là, c'est sur ces indicateurs-là que vous allez pouvoir travailler. Vous pouvez collecter les autres indicateurs et laisser ça d'abord par de données. Mais pour analyser, pour la prise de décision, c'est surtout les indicateurs à impact, à valeur ajoutée. Et c'est souvent les indicateurs d'effet qu'on utilise. Information collectée permet-elle de décider, c'est ce que je disais, est-ce que l'information que vous voulez collecter, est-ce que ça permet de décider? Ici, par exemple, je donne des exemples. Nombre de réunions organisées. On vous dit de former les jeunes, de leur donner des compétences pour que dès qu'ils aient les compétences, ils puissent les utiliser, soit en se faisant embaucher, soit en se mettant à leur propre pour générer, pour se prendre en charge. Maintenant, vous, en tant que spécialiste suivi évaluation, vous voulez connaître le nombre de réunions organisées pour les former. Est-ce que c'est pertinent comme indicateur? Non. Le nombre de participants formés, est-ce que c'est pertinent comme indicateur? Partiellement. Maintenant, quand vous parlez de pourcentage de participants ayant acquis des compétences, parce que le but, en fait, de ce projet, c'est pour que les jeunes, pas forcément, soient formés total, pas seulement soient formés, mais qu'ils puissent, à la fin de la formation, être compétents, acquérir des compétences, soit en technologie, en numérique, en informatique, et ainsi de suite. Ouais. Donc, l'indicateur le plus probable, ce qui attire le plus, c'est de pouvoir, est-ce que, quand on a fait un test là, après la formation, quand on a fait un test, quel est le pourcentage de ceux qui ont vraiment acquis des compétences? Ça, c'est un indicateur qui parle. Ou bien, un pourcentage de jeunes ayant trouvé un emploi après la formation. Ça aussi, c'est un indicateur qui parle, puisque, en fait, ça ne sert à rien qu'ils acquièrent des compétences et si, à la fin, ils doivent retourner à la maison, chez leurs parents. Donc, vous voyez ce que nous sommes en train de dire. Donc, j'ai dit lequel de ces indicateurs est plus supérieur. La réponse c'est à trouver. Voilà. Donc, un indicateur a une réponse.
Il mesure ce qui compte vraiment. Un bon indicateur n'est pas celui qui est facile à mesurer, mais celui qui aide à prendre une décision. Hein, d'accord? Un bon indicateur n'est pas l'indicateur qui est facile à mesurer, mais l'indicateur qui aide à prendre une bonne décision, à prendre des décisions. Donc, j'ai fait un exemple. Combien de jeunes ont terminé la formation? Combien de jeunes ont... C'est les questions qu'on peut vous poser. Et pour transformer ça en indicateur, pour dire le taux d'achèvement. Parce qu'il y a des gens qui ont bien, qui sont inscrits, par exemple, des gens qui sont inscrits, mais, euh, mais ne pas finir la formation. C'est intéressant de voir cette proportion de jeunes qui ont commencé, mais qui ont abandonné. Ouais, donc, c'est intéressant. Les revenus ont-ils augmenté? Donc, l'indicateur qu'on peut associer à ça, c'est la variation des revenus. Les jeunes étaient à 100 francs, par exemple. Est-ce qu'après la formation, l'acquisition des compétences, est-ce qu'ils sont passés de 100 francs à 500 francs, à 200 francs, à 300 francs? Ça, c'est intéressant. C'est intéressant pour quelqu'un de pouvoir connaître ça, de pouvoir comprendre ça. Voilà. Donc, ici, c'est un peu ce que j'expliquais avant. Je disais que tous les indicateurs, que tous les indicateurs n'ont pas les mêmes valeurs. Excusez-moi, hein. Les soucis techniques, là, je n'avais pas fait partie de la compte. OK. OK. Tous les indicateurs n'ont pas la même valeur. Les indicateurs d'activité sont utiles, mais ils ne suffisent pas. Un directeur veut savoir ce qui a vraiment changé grâce au projet. Et pour ça, il ne veut pas savoir ce qui a été fait, mais il veut savoir ce qui a vraiment changé. Ainsi, un bon indicateur est celui qui permet de répondre à une question de gestion ou de décision. Et l'image qui est en bas résume tout ce que j'ai dit. Vous voyez qu'il y a un indicateur d'activité, un indicateur de résultat, un indicateur de changement. Mais vous concevez avec moi qu'il n'y a que les indicateurs de changement qui puissent permettre de prendre des décisions stratégiques. C'est ça qui intéresse les boss, ceux qui sont au-dessus de nous. Mais je suis d'accord avec vous que si on ne collecte pas les indicateurs d'activité ni de résultats, on ne peut pas avoir des indicateurs de changement. On ne peut pas les expliquer. On peut les avoir, mais on ne peut pas les expliquer. Ouais. Ce que je suis en train de dire, c'est pas que il ne faut pas collecter des indicateurs d'activité ni de résultats. Je dis juste que ce qui intéresse le plus la prise de décision, c'est l'indicateur de changement. Et s'il y a un focus à faire dans les rapports d'analyse, dans l'analyse comme nous voulons faire, c'est plus analyser ces genres d'indicateurs et pouvoir les justifier à travers les indicateurs de résultats et d'activité. Point. Point à la ligne. Donc, quatre niveaux d'indicateurs, je l'ai déjà dit. Je reviens avec l'exercice de pro jeunes, former 1000 jeunes au métier du numérique. Délai, comme hier, c'est la même chose, hein, fait 4 mois, budget, mais il y a un peu. Comment serons-nous dans 2 ans si ce projet est une réussite? C'est simple, hein? Si ce projet est une réussite, si nous devons le savoir, c'est à travers les indicateurs, les 4 niveaux d'indicateurs. Quels sont ces 4 niveaux? Encore un schéma, un joli schéma pour vous. Vous voyez que je vous aime beaucoup, hein? Je prends mon temps pour pouvoir faire de jolis schémas, pour que vous puissiez mieux comprendre, bien comprendre, et que ce ne soit pas des trucs à bûcher. Avec les images, on comprend mieux. Donc, les 4 niveaux sont là, hein. Et à votre gauche, vous avez un, activité. L'activité, c'est il faut former les jeunes. Donc, vous voyez l'image où
Les jeunes sont en train d'être formés en compétences numériques ou techniques. Ouais. Le deuxième type d'indicateur, c'est euh, c'est les produits, en fait. Les jeunes sont formés, effectivement. Donc, on peut dire la proportion de jeunes ayant les skills qu'il faut, quoi. Hein? Le nombre de jeunes ayant décroché leur certification, ayant réussi au test, voilà, c'est ça. Le troisième, c'est l'effet. C'est ça qui intéresse plus les hommes. C'est vraiment, ils ont eu leur parchemin. Ils ont bien récité leurs leçons, ce qu'ils ont appris, techniquement, ils ont appris. Mais combien d'eux utilisent ce qu'ils ont appris dans leur quotidien? C'est ça, les effets. Est-ce qu'ils utilisent les compétences dans leur quotidien? Voilà. Maintenant, c'est seulement lorsqu'ils vont utiliser les compétences acquises qu'ils pourront impacter. Et tu vois, ouais, dans la, le point 4, impact, euh, leurs compétences, l'utilisation de leurs compétences va permettre qui s'insèrent dans le monde professionnel et ce qui va faire qu'ils vont améliorer leur revenu, en fait. Voilà. Donc, en améliorant leurs revenus, ils vont contribuer au bien-être de la cité. Ils vont acheter, ils vont construire, voilà, c'est un peu ça. Donc, ces quatre niveaux d'éducation sont très importants. Seulement que si nous voulons vraiment voir l'efficacité, la pertinence, je dirais même, oui, l'efficacité et l'efficience, bon, l'efficience, c'est encore le coût, l'efficacité du, du, du projet, c'est au niveau de l'effet, le 3. Et ça sont des indicateurs qui sont cruciaux pour l'analyse des rapports et pour la prise de décision. Donc, je suis revenu un peu sur chaque type d'indicateur, indicateur d'activité. La question pour pouvoir formuler les indicateurs d'activité, c'est que faisons-nous quoi? Qu'est-ce que nous devons faire en fait? Pour pouvoir former les jeunes, nous devons organiser des sessions de formation, recruter les formateurs, mettre en place des salles équipées, et distribuer les supports. Donc, tout ça, on peut mettre des indicateurs sur ça. Je les ai formulés, je vous ai donné des exemples. Nombre de sessions organisées, nombre de formateurs recrutés, nombre de salles équipées, nombre de supports distribués, quel est le budget exécuté. Ce sont des indicateurs qui permettent de suivre la mise en œuvre. Ça, c'est un indicateur d'activité. Lorsque nous venons au niveau des indicateurs de produits, qu'avons-nous livré? Ah, nous avons livré, nous avons tel nombre de jeunes effectivement formés. Nombre de jeunes effectivement formés, pourcentage de femmes formées, nombre de certificats délivrés, nombre de jeunes ayant terminé la formation. Voilà. Ça, c'est le produit, c'est ce que nous avons mis sur le marché. C'est ça. La formation qu'ils ont fini, voilà, on les a mis sur le marché. L'effet est immédiatement observable. Maintenant, les indicateurs d'effet, c'est qu'est-ce qui a changé chez les bénéficiaires, en fait. Et là, nous rentrons dans le cœur même du projet. Si un projet est mis en œuvre et n'arrive pas à ce niveau de changement, à ce degré de changer la vie des bénéficiaires, c'est un échec. Parce que c'est là vraiment qu'on est attendu. Donc, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui a changé chez les bénéficiaires? On a formé les jeunes qui ont des parchemins, qui ont été formidables lors des renforcements qu'on a donnés. Mais combien d'eux utilisent les compétences qu'ils ont acquises au cours de l'année? Combien d'eux, avec les compétences qu'ils ont acquises, ont créé une activité, ont trouvé un emploi? Hein? Quel est le niveau moyen de qui a maîtrisé les outils numériques? Et ça, nous pourrons que le savoir dans quelques mois et dans quelques années des fois. Ouais. C'est pour ça que les écoles qui performent vraiment de plus en plus en Afrique, ce n'est pas encore le cas en Europe, ils suivent leurs étudiants. Ils les suivent, tu vois. Et quand ils ont mis un système en place, on dit, bon, et ils sont capables de te dire, on a sorti 10 statisticiens. Les 5 dernières années, il y en a trois qui ont un emploi permanent. Il y a deux qui sont
qui font des CDD. Hein. Il y a trois qui sont en cours de CDI. Il n'y a pas encore le CDI, voilà. Mais, excusez-moi, ça c'est un peu péjoratif, mais en Afrique, on fait pour former. C'est la jungle. Tu sors, c'est toi-même qui te débrouilles. L'école t'a déjà donné ce qu'il doit te donner. Il a encaissé tes sous. Le reste, il s'en fout. Il t'a même pas un SMS pour dire, bon, mon frère, est-ce que tu as trouvé quelque part? Bon, stage, là, je peux t'aider à trouver stage. Hein. Non, rien de tout ça. Alors que on gagnait beaucoup à pouvoir le faire. Et ça me permettra de pouvoir voir est-ce que vraiment ce que nous donnons comme curricula aux enfants, aux jeunes, aux étudiants, est-ce que ça impacte? Est-ce que ça me permettra d'avoir des feedbacks, d'améliorer les curricula, d'améliorer la façon dont nous enseignons nos étudiants sur le sujet? Ça ne se fait pas. Bon, donc ici, l'indicateur d'effet traduit le changement de comportement ou de pratique. Et nous avons l'indicateur d'impact. Le projet a-t-il amélioré durablement la situation? Et là, c'est le taux d'insertion professionnelle après un an. Augmentation moyenne des revenus. Réduction du chômage des jeunes dans la zone. Contribution au développement et économie sociale. Voilà. Voilà les exemples d'indicateurs d'impact qu'on peut suivre sur un projet de formation des jeunes. Et quand on parle d'impact, c'est plus tard. Hein. Ça dépasse la durée du projet. Donc, j'ai fait tout ça là, dans un tableau, là, ici, ici que vous voyez ici. Niveau, ce qu'on mesure, exemple. Donc, activité, ce que nous faisons, car session organisée, produit ce qui est élevé, bien jeunes formés, effet, ce qui change les gens, soit qui plus en utilisent leurs compétences, ce qui change la société, le chômage des jeunes diminue de 15%. Une erreur fréquente que les gens font, c'est de croire que un projet réussit lorsque les activités sont à 100%. On a réalisé les activités, ce qui est faux. Un projet réussit lorsque les bénéficiaires changent durablement grâce aux activités réalisées. Ici, on a là où échouent fondamentalement les projets, c'est au niveau des effets, et je l'ai déjà dit ici, au niveau des effets des impacts. Souvent, l'étape 1 et l'étape 2 réussissent souvent. On donne des certifications aux gens, mais les effets, est-ce que c'est comme, je peux prendre l'exemple de notre formation gratuite actuellement. Euh, à la fin, vous aurez des parchemins pour ceux qui sont intéressés, des vidéos, tout ça là. Mais nous, on ne va pas réussir. Nous, on réussirait notre formation si les gens s'intéressent vraiment à cette formation et veulent apprendre directement comment est-ce que ça se passe dans la réalité, puis approfondir leur, je dirais quoi, leur connaissance. Parce que ici, pour la formation gratuite, nous arrêtons à l'étape 1 et 2, mais nous voulons aller à l'étape 4 et 3 et 4 avec vous dans la formation payante. Ouais. Donc, nous, on ne va pas réussir. Bon, ça serait un peu une échec chez nous. Si nous n'arrivons pas à vous amener tous à la formation payante pour vous donner les skills, les compétences qu'il faut pour que vous puissiez les mettre en pratique directement sur vos lieux de travail. La certification, c'est bon, hein, vous aurez les attestations. Mais en fin de compte, est-ce que on pourrait dire qu'en 3 jours, vous pouvez maîtriser le système de suivi et évaluation? Non, c'est pas possible. Ouais. Donc, mais ça vous permet au moins, ça vous donne des connaissances sur le système, sur ce qu'est sur le système, sur les erreurs qu'on fait souvent lorsqu'on veut mettre en place un système de suivi et évaluation, sur les indicateurs, sur les indicateurs, sur le cadre logique, comment on lit, comment faire, sur les nouveaux outils pour pouvoir faire la collecte, pour pouvoir faire le traitement. Voilà, vous avez une connaissance sur ça. Mais la manière de le faire, de le concevoir à partir de vos propres projets, vous ne pouvez pas le faire actuellement. Et ça, c'est là où on veut vous amener vers le niveau 3 et 4, tout simplement. La plupart des projets savent dire combien de formations ont été réalisées, combien de personnes ont été formées. Mais tant qu'ils sont capables de démontrer combien de personnes utilisent réellement les compétences acquises, c'est ce que nous voulons. Combien ont amélioré leurs revenus, combien ont amélioré leurs revenus grâce aux formations, combien ont changé durablement leur situation.
C'est précisément cette capacité à mesurer les effets et les impacts qui distingue un bon système de suivi et évaluation d'un bon système qui se limite à produire des statistiques. J'ai toujours dit, il s'agit, ne dites jamais que c'est parce que le gars, il produit des données, il fait des statistiques, il est bon, il peut les faire, et il fait des croisements, il fait des jolis schémas, que c'est un bon statisticien, bien, c'est un bon suivi évaluateur. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Quelqu'un peut ne pas être un génie dans la présentation des trucs et vous sortir des rapports pointus, saignants, avec trois ou quatre indicateurs. Que quelqu'un qui prend 10 indicateurs, vous fait des tableaux à ne plus finir. C'est de la mythomanie, c'est un mytho. Ah, bon, êtes-vous capable de reconnaître le niveau de l'indicateur? Bon, ça, je vais vous laisser, hein. Je vais vous laisser, pour ceux qui ont envie de réfléchir un peu, euh, je vais vous laisser cet exercice. Séquence session de formation organisée. Quand on parle de séquence session de formation organisée, dans le chat, c'est un indicateur, c'est quel genre d'indicateur? Je vais voir ceux qui ont suivi. Parce que je suis déjà à 45 minutes. C'est pas moi ceux qui vais parler. C'est un exercice, hein? Bon, je vais lire, je vais commencer par lire dans le chat. Super. Félicitations, monsieur Tchéou. OK. Euh, 980 jeunes ont terminé la formation. C'est quel niveau d'indicateur? Il y a combien de personnes en ligne même? Ça tord dans le chat, hein. Mais les gens, ils ont ouvert P. OK, monsieur Tchéou, il est en forme, hein? Monsieur Tchéou est en forme. Monsieur Yacoupa aussi. Merci, P. Oui, OK. 72% de jeunes utilisent les compétences acquises. Jean J aussi. 72% des compétences. Ouais, oui. E. Le taux de chômage des jeunes est passé de 22% à 15%. Taux de chômage. OK, impact. Monsieur Lamboni, oui. Monsieur Tchéou aussi, oui, impact. OK, on a acheté 120 ordinateurs. 120 ordinateurs installés. Ah oui, monsieur Yacouba, oui. 65% des bénéficiaires ont créé une activité génératrice de revenus. 65% ont créé une activité génératrice de revenus. Ah non, pas payé. 65% des bénéficiaires ont créé une activité génératrice de revenus, hein. Oui, mais monsieur Lamboni, P ne les a pas produit. Voilà, c'est I. Ah, qui a mis E même? Monsieur Traoré, il n'y a pas E, hein. Ah, il y a effet. Ah oui, 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 oui. Non, mais c'est pas effet. Vous voyez, génératrice de revenus, je vous expliquais que c'était le but. C'est que les gens puissent se mettre à leur propre insertion professionnelle et puissent augmenter leur revenu. Donc, c'est le but utile. C'est pas eux, c'est pas l'effet. 65% des bénéficiaires créent une activité générative de revenus. C'est pas, c'est le I, c'est l'impact. 40 formateurs recrutés. 40 formateurs recrutés. OK, A. Le revenu moyen des bénéficiaires a augmenté de 35%. OK, I. D'accord, d'accord, d'accord. Super, d'accord. Donc, je pense que les gens ont compris, hein. Je suis rassuré. Bon, on a fait un crochet sur le cas logique. Le cas logique, bon, c'est le truc le plus qu'on entend souvent quand on fait la gestion de projet. C'est le cerveau du projet. Avant de mesurer un projet, encore faut-il savoir ce qu'on veut mesurer. Et le cas logique est la carte routière du projet. Sans carte, impossible de savoir si nous en est arrivé. Sans cadre logique, impossible de construire un bon système de surveillance. C'est simple, hein. Le cadre logique,
c'est un peu ce que tous nous avons appris à l'école, hein. C'est, je dirais, c'est la formalisation de la théorie du changement. Dans le cadre logique, nous avons dans l'as ascendant, je ne vais pas dire descendant, hein, je vais dire l'as ascendant, nous avons les activités, nous avons les résultats, nous avons les objectifs, nous avons l'audit global et la vision. Donc, dans le cas logique, nous voyons les activités qui donnent les résultats. Les résultats combinés donnent les objectifs spécifiques. Les objectifs spécifiques combinés donnent l'objectif global. Ouais. Donc, euh, ici, par exemple, si nous continuons par prendre notre exemple, les activités, c'est formation technique, par exemple, agriculture durable, hein, construction et installation de puits, de fermes, ateliers de sensibilisation. Les résultats, c'est jeunes certifiés, compétents, ils sont diplômés, ils ont une formation, installation opérationnelle, accès à l'eau potable. Il y a quelqu'un qui a écrit dans le chat. OK, super. Bon. Donc, installation opérationnelle, accès à l'eau potable, documents et rapports validés, objectifs spécifiques, adoption des pratiques durables, des fermiers prospères, augmentation des revenus locaux, amélioration de la productivité, objectif global, réduction de la pauvreté, amélioration de la santé communautaire, création d'emplois durables. Vision, un monde équitable, prospère, durable, autosuffisant, résilient, national, innovation. Voilà. Donc, pour vous dire que lorsque vous prenez un projet et vous êtes suivi évaluateur, avant les choses que vous devez prendre, c'est quoi le projet? Donc, quand tu prends un projet, vous devez voir trois choses. Première chose, c'est le diagnostic. Le diagnostic qui fait, qui donne naissance au projet. Deuxième chose, c'est la théorie du changement. Et troisième chose, c'est le cadre logique. Voilà. Le cadre logique, il y a différentes formes de cadre logique. Bon, moi, j'ai essayé de faire un schéma pour montrer de façon concrète ce qu'on met dans les tableaux qu'on vous montre dans les cadres logiques. Ça se lit du bas vers le haut, hein. Quand je dis, moi, je l'ai expliqué de la façon ascendante, c'est que du plus petit au plus grand. Sinon, normalement, on commence par la vision, l'objectif global, l'objectif spécifique, les résultats, les activités, et même pour certains projets, quand nous allons dans le PTA, par exemple, le plan de travail annuel, nous allons faire les tâches. Donc, c'est un document, c'est le cerveau. Ça, c'est à partir du cas logique qu'on a tous les autres outils. Tous les autres outils, le cas de performance, le plan de collecte, le plan de suivi, l'évaluation, tout, 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 tout. Voilà. Faut te faire confiance aux données. Bon, bon, je précise que si vous venez à la formation payante, on va s'amuser à faire beaucoup de cas logiques, hein. Mais comme je vous l'ai dit, ce serait un peu insultant pour moi de venir et de vous former en cas logique en moins de 30 minutes. C'est pas possible. Mais je vous apporte les formations pour que si les gens veulent, comment dit-on, mieux savoir comment on construit, quels sont les éléments constitutifs. Les éléments sont là, hein. Mais comment est-ce qu'on formule ces éléments-là? Comment est-ce qu'on les fait avec la théorie du changement, avec le cadre logique qu'on pourra faire le travail? Peut-on faire confiance aux données? Une donnée n'a de valeur que si elle est vérifiable. Évidemment. 850 jeunes formés. Comment le prouver? Réponse possible. Feuille de présence, photo, rapport, base, Cobotus Boss, certificat, base de données. Voilà ce qu'on appelle source de vérification. Une donnée, une donnée sans preuve est une opinion. Bon, en fait, j'ai voulu parler de, parce que nous sommes des éducateurs, j'ai voulu parler des données, en fait. Parce que, bon, je ne sais pas chez vous, hein, les gens ont tendance à confier les données pour montrer que le projet marche. Ce qui est une mauvaise pratique, une très mauvaise pratique. Et pour vérifier la véracité de ces données, vous, en tant qu'évaluateur, en tant que subi-évaluateur, vous pouvez demander des rapports.
feuilles de présence, les photos. Je vais informer les gens, il faut me faire les photos, les 800. À base de sélection, je disais 800 personnes, les certificats donnés, la base de données, pour vérifier vraiment que les gens. Donc, gardez en tête que si vous êtes spécialiste des données, suivi évaluateur, études du genre, gestionnaire de projet, ce qui fait la véracité, ce qui rend votre chiffre incontestable, vos données incontestables, c'est seulement et seulement les sources de vérification. Voilà. Comment collecte-t-on les données aujourd'hui? Bon, j'en ai déjà parlé, mais c'est pour mettre l'accent sur trois choses. Il y a quelqu'un qui a posé la question, quels sont les outils qu'on doit utiliser, maîtriser. Ici, il faut savoir que papier, c'est abandonné parce que la collecte manuelle, c'est lent. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont dedans. Beaucoup d'erreurs. Moi, j'ai connu les deux, hein. J'ai connu, j'ai fait enquête là, je ne vais pas vous dire. Bref, les feuilles, c'est beaucoup, beaucoup. Parce que, encore que quand c'est des questions fermées, oui ou non, ça passe. Mais si c'est des questions ouvertes où les gens doivent répondre sur écrit, si l'enquêteur, c'est pas celui qui écrit tout ce que l'enquêteur va dire totalement. Donc, lui, il reformule ça à sa manière. Déjà, il y a un biais. Deuxième chose, celui qui doit transcrire, celui qui doit faire la frappe sur Excel, bien, sur la maquette de Sazi, lui, mais il y a des fois, il voit bien l'écriture, il ne voit pas bien l'écriture de l'enquêteur. Et lui-même, bon, il essaie de voir, d'imaginer, voilà ce que l'enquêteur pourrait être en train de dire. Donc lui-même, il reformule encore même la question, la réponse de l'enquêteur. Ouais, que c'est biaisé. Ah, voilà, donc. Maintenant, on va directement au niveau, maintenant, on utilise plus euh, les formulaires en ligne. Et pour le formulaire en ligne, vous avez deux. Je forme en deux. Bon, OTK, c'est la même chose que Corotoles. Mais bon, si vous avez l'argent, on va former en OTK. Mais je ne pense pas que ça soit nécessaire. Comme tout, bon, c'est plus facile, c'est gratuit et ça a tout. Google Form, c'est la même chose. Google Form, c'est si vous êtes dans le domaine du marketing et vous voulez faire une enquête pas longue, à peine 10 à 20 questions en plus. Et souvent, quand c'est le oui ou non, vous allez à Google Form, ça va très vite. Ça vous va très vite. Mais le complexe, c'est que, bon, il faut que ça soit en ligne. Comme ça peut être en ligne, comme ça peut ne pas être en ligne. Il y a Excel. Excel pour pouvoir faire des maquettes de saisie. Voilà, le mécanisme de saisie pour faire le traitement des données si vous finissez de faire la collecte par Copotos et Couvre-Form. Il y a euh, la collecte mobile. La collecte mobile, Google Form peut le faire. Par exemple, Google Form, lui, il t'envoie le lien. Si il t'envoie ça, je sais pas, sur portable, sur ta boîte mail, tu tapes sur le lien et tu réponds aux questions et c'est bon. Même chose que Kobotos, il y a le lien, on peut t'envoyer, tu peux taper. Comme on peut dépêcher un enquêteur avec sa tablette, avec son portable, il va et il fait le travail. Et tu peux le suivre. Tu peux le suivre hein, avec la localisation GPS. Kobotos permet de le faire, la localisation GPS. C'est pas les enquêteurs qu'on prend, ils vont te dormir sur un arbre là, et remplir à ta place. Non, tu vois, tu as la possibilité de mettre dans le questionnaire que à chaque fois qu'il vient chez une enquête, il doit faire géolocalisation. Et tu le suis en temps et en heure. Il est 16 heures. Bon. Mise à jour instantanée, surveillance, voilà, c'est ce que je disais, c'est condamnation. Donc, tous ces outils, Excel, Google Form, Cobotos, permettent de pouvoir faire une visualisation, tableau de bord. C'est ce qu'on utilise le plus dans les projets maintenant. Tableau de bord qui permet de pouvoir sortir directement des rapports. Et ça, le truc qui est le plus utilisé actuellement, c'est Power BI. Donc, je vous invite, le cabinet offre tous ces genres d'informations, de formation. Actuellement, nous sommes en train de former une cohorte sur les trois outils, Excel, Cobotos, Power BI. On va finir par SPSS. C'est dur, hein, mais
On le fait pour l'amour de la connaissance. Bon, j'ai voulu reprendre les mêmes schémas avec de jolis schémas. Voilà. Donc, vous avez les enquêteurs qui vont sur le terrain. Hein? Le terrain est là. Vous avez des enquêteurs qui ont votre questionnaire numérique sur leur tablette, qui saisissent par mobile sur le terrain, GPS photo, qui peut même prendre des photos. C'est ça, j'avais oublié. Cobotos va vous permettre de pouvoir prendre des photos. Ah, vous pouvez le dire de photographier l'enquêté, vous pouvez le dire de photographier la maison, voilà. Voilà. Donc, il y a Cobotos, il y a les serveurs centralisés, il y a, lorsque vous faites Cobotos, bon, le serveur ne nous appartient pas, hein, c'est en Europe. Bon, mais comme c'est gratuit, c'est que l'Africain aime beaucoup ce qui est gratuit, en griffe. Voilà, boss. Maintenant, avec ces données que vous avez collectées au niveau de Cobotos Boss, vous pouvez venir dans vos bureaux et faire l'exportation des données, le nettoyage. Comment est-ce qu'on fait le nettoyage de la base de données? Euh, voilà, si vous venez à la formation Excel, vous allez voir. C'est très facile, très, 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 très. Moi, je dis, l'Excel, c'est le meilleur logiciel au monde. Le logiciel de traitement, là, c'est le meilleur actuellement. Tous les autres logiciels de traitement, là, on peut base sur Excel. Donc, si vous mettez très bien Excel avec les formules, les logiques, voilà, au moins ça, minimum ça, minimum ça. Bon, quand on dit maîtriser, c'est pas faire tableau dedans, hein, et calculer somme là seulement là, c'est pas ça, maîtriser Excel. Bref, passons. Donc, vous avez SPSS qui vous permet de faire une visualisation interactive, des tableaux de bord, qui vous permet de pouvoir faire des analyses poussées statistiques, de faire de l'inférence statistique, de faire des tests statistiques par rapport à la robustesse de vos modèles, de vos données, ainsi de suite. Et tout ça là, ça tombe sur l'écran, à tablette de votre directeur, et il dit, bon, ben, franchement, ce gars, il est bon. Cette dame-là, franchement, elle est outillée, j'aime ça. Voilà, tout ça. Bon, les écueils qui rendent les données inutilisables. Bon, la première chose, c'est que tout le monde pense qu'il est statisticien planificateur actuellement. Même ceux qui veulent faire thèse, là, thèse, souvent je travaille avec eux, thèse, master, là. Ils ont une petite enquête, ils s'enferment, ils font questionnaire, ils vont faire la collecte eux-mêmes et ils viennent te dire de traiter les données. Je dis, mais tu lis questionnaire, toi, mais tu le poses des questions sur le questionnaire. Non, mais franchement, les gens exagèrent quoi. Vous savez, ce que j'aime tout dire, c'est que respecter le travail de chaque personne, quoi. En fait, celui qui a fait la statistique, celui qui a fait la planification, euh, c'est un travail, quoi, en fait. Il a étudié 3 années de sa vie à apprendre ce métier-là. Donc, si lui, il a fait 3 ans à apprendre, c'est qu'il, en fait, c'est un travail, quoi. C'est parce que tu as eu un cours de comment on fait les collectes ou bien comment on fait un questionnaire que tu es spécialiste. Parce qu'en fait, ce que je dénonce, c'est que vous avez des gens qui font des questionnaires qui n'ont aucune tête. Il n'y a aucune logique. Quand vous faites un questionnaire, il n'y a pas de logique entre les questions. Il n'y a pas un fil conducteur. Vous avez des indicateurs à calculer, des choses à ressortir de ce questionnaire. Mais le questionnaire que vous faites, c'est comme le jouer la nuit par rapport à ce que vous voulez comme résultat, mais ça part en couille. Maintenant, le questionnaire est faussé, c'est qu'il est mal conçu. C'est ambigu, les réponses sont ambiguës. Il y a des biais d'interprétation. Il y a des faibles qualités de données récoltées. Et vous voulez que le spécialiste qui reçoit une base de données en Excel puisse faire des gymnastiques pour truquer les chiffres pour que ça tombe sur votre résultat. C'est pas possible. Et les gens demandent ça, ils disent, ah, il faut faire quelque chose là. Ah, le résultat là, il faut que je trouve le résultat là. Ce que ta base de données donne là. Je dis, ma base de données, c'est pas ma base de données, c'est toi qui as fait ta collecte. Toi qui as fait ton questionnaire. Donc, la première erreur
c'est de mal formuler le questionnaire, les questions du questionnaire. Trouvez toujours quelqu'un qui s'y connaît pour vous dire, voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux analyser. Aide-moi à concevoir un questionnaire qui puisse donner, les réponses puissent donner les résultats que je donne, que je veux. C'est un peu ça. Maintenant, la deuxième chose, c'est les données manquantes. Quand il y a des données manquantes, qu'est-ce que les gens font? Ils suppriment. Non! En statistique, il y a, comment dit-on? Il y a des méthodes d'analyse statistique qui vous permettent de pouvoir travailler avec les données manquantes. Est-ce que vous savez ça? Ou bien les gens, c'est là, et bien, ils formulent des réponses à la place des enquêtés pour masquer les données manquantes. C'est pas possible. Ça, c'est massacrer le travail de quelqu'un. Vous savez, il est facile, vous voyez, quand on prend une base sur Excel, il est facile à un clic de trouver les données manquantes. Et pour trouver les données manquantes, vous avez la possibilité de demander à l'enquêteur de repartir sur le terrain, d'aller voir telle personne pour reprendre, pour trouver comment, la réponse. Est-ce que vous savez que c'est possible? C'est possible. Mais les gens ne veulent pas, il fait pas ça. Et bien, il reste dans le bureau là. Et tiens, ils mettent ce qu'ils veulent, ce qui ne les passe pas par la tête. C'est pas possible. Hein? Oui, on peut poser des questions, monsieur Yacouba. Notez ça, j'ai fini. J'ai fini, hein, j'ai presque fini. Les doublons. Quand vous prenez une base de données, vous devez pouvoir sortir les données manquantes, les doublons, faire le codage. Voilà encore une histoire de codage. On met le codage là. Il y a mettre 1, 2, 3. Voilà. Interprétation difficile. Si vous faites pas un bon codage, ou de l'interprétation difficile, il y a la corruption de la base de données parce que les mêmes informations vont se, comment je vais te dire, vont se répéter. Il y aura beaucoup d'incohérences. D'actes, incohérences, difficulté d'analyse temporelle, problème de reporting, erreur, absence de contrôle de qualité. Yes, c'est souvent ça, absence de contrôle. Ils ne mettent en place aucun système pour contrôler les données. Par exemple, vous savez, est-ce que vous savez sur SL, vous pouvez faire des maquettes de saisie sur SL qui font faire que vous n'aurez pas de problème de données, de biais. C'est que vous mettez des cellules en place de telle manière que, par exemple, si quelqu'un veut saisir 102, la cellule va refuser. On va dire, revoir un peu ce que tu es en train de saisir. On a dit, âge là doit être entre 18 et 50 ans. Et lui, il veut saisir 12 ans. La cellule va refuser. Il veut saisir 51, la cellule va refuser. Ça, c'est les contrôles. On fait ça, les contrôles de qualité sur SF, sur SPSS, sur d'autres logiciels de collecte. Même sur Cobotos, Cogofob, il y a des comme ça. Que l'enquêteur ne peut pas mettre des données biaisées, en fait. Et ça s'apprend, en fait. Bref. J'ai voulu. Bon, ça, vous allez voir après. Chaîne complète d'analyse, oui. Cadre logique, comme je vous le disais, ce que vous réalisez pendant la formation complète, c'est un peu ça. Je finis par ça. Ouais, je finis par ça. Pour la formation complète que nous offrons, nous allons commencer par atteindre le changement. Comment faire le diagnostic d'abord? Parce que nous sommes en train de dire que nous allons faire. Euh, ah, mais ce n'est pas la même formation. Bon, bref. Oui, nous allons commencer par le diagnostic, le cadre logique. Avant le cadre logique, nous allons voir la théorie du changement. C'est important. J'aime vraiment montrer la théorie du changement parce que c'est ce qui différencie les bons suivis évaluateurs des autres, quoi. Ne demandez pas le cadre logique, demandez la théorie du changement. Là, rien, ce gars qui connaît la théorie du changement, ça, c'est. Vous savez, pour se faire former en théorie du changement, moi, j'ai payé, bon, je ne vais pas vous dire la somme, mais j'ai fait 2 mois, 2 mois de formation. 2 mois de formation seulement pour la théorie du changement. Et où? Au Sénégal. En ligne. 2 mois. Donc, et ça fait depuis 7 ans, hein, 7 ans, 7 ans, 8 ans. Donc, c'est quelque chose de très, très prisé. C'est quelque chose, quand vous comprenez la théorie du changement, tout le projet, tout le reste, ça coule dessous. Donc, nous aurons à faire la théorie du changement, le cadre logique, comment on monte le cadre logique, comment on choisit les indicateurs, on vient de le voir, les erreurs qu'il ne faut pas faire, comment on fait un plan de suivi et évaluation. Il y aura
on va former sur Kobotos Boss, on va former un peu sur SL, je ne dis pas qu'on va former sur SL. On va vous montrer comment on nettoie les données du terrain sur SL, comment on fait les calculs intermédiaires sur SL, comment on utilise les bases de données sur SL. Après, nous allons vous montrer un peu ce que nous faisons des analyses à partir de SPSS et finir par Power BI. Voilà. Donc, trois idées à retenir. Un bon système de suivi d'évaluation répond à des questions, pas seulement à des évaluations administratives. Deux, les bons indicateurs permettent de prendre de bonnes décisions. Donc, si vous êtes spécialisé en indicateurs et vous faites de bons indicateurs, vous serez le premier à être condamné. Trois, les outils numériques rendent le suivi plus rapide, plus fiable et plus utile. Je vous remercie pour votre aimable attention. N'oubliez pas, ce que vous choisissez de mesurer influence directement la décision que vous prenez. Ça, c'est un de mes professeurs qui répète ça souvent. Ce que vous choisissez de mesurer influence directement la décision que vous prenez. Et c'est vrai. Demain, nous verrons comment transformer les données en analyse, en rapport et en véritable outil d'aide à la décision. Nous parlons de décision. Demain, nous allons voir comment on peut prendre des décisions sur la base des rapports, des analyses. C'est fini. Je vous remercie. Voilà. OK. I'm ready. Les questions. Merci pour votre aimable attention. Oui, monsieur Yacouba, allez-y. Bonsoir, monsieur. Merci pour votre belle présentation. J'ai deux questions. La première, elle est la suivante. Quelle différence faites-vous entre but et objectif? Maintenant, la deuxième question. Bon, Ah, en quoi, je euh, pas bien entendu. entre le but et un objectif. Ah, d'accord. D'accord. Maintenant, la deuxième question, c'est au niveau des indicateurs. Il y a, très souvent, bon, quand l'objectif est bien formulé, on peut vraiment décliner facilement les différents indicateurs. Mais il y a des cas, vraiment, bon, on peut décliner les indicateurs, mais c'est pas avec une précision ou bien c'est pas un indicateur vraiment qui a une grande qualité ou bien qui est important. Bon, dans ces cas de figure-là, comment est-ce que nous pouvons nous assurer que vraiment c'est un indicateur qui a du poids en fait? Bon. Merci. Et il y a quelque chose, excusez-moi, je vais répondre à mes questions. Première chose, vous parlez de but. Le but a une finalité. Le but, excusez, je dirais qu'il n'y a pas. L'objectif est le changement que le projet s'engage à produire directement. Hum, En fait, le but, c'est pourquoi ce projet est-il mis en œuvre. C'est la question qui revient, en fait, le but. La différence n'est pas si grande que ça, mais c'est subtil. Comme on le dit, c'est subliminal. Le but est la finalité ultime à laquelle le projet contribue. C'est comme l'objectif. Il décrit le changement à long terme. Donc, c'est pour ça que quand on parle de but, souvent, en cherchant un projet, on voit l'objectif global et que le but ultime. Par contre, l'objectif, lui, c'est le changement. C'est pour ça que d'abord, il y a différents types d'objectifs. Donc, l'objectif, je dirais, le but est le truc global, c'est le summum, c'est la vision. Je dirais pas la vision, je dirais, euh, comment je vais mieux formuler ça? Le projet ne peut pas à lui seul garantir l'atteinte d'un but, en fait. Quand je prends le but, comment je vais dire? Je donne un cas concret pour que vous puissiez comprendre. Nous sommes dans un. Voilà. Nous prenons le cas de la formation des jeunes, par exemple. Nous,
Dans notre projet, nous sommes en train de dire que nous voulons réduire le taux de chômage et augmenter les revenus de la population ciblée. Mais est-ce que vous pensez vraiment que nous, en formant 1000 jeunes, nous pouvons, à nous seuls, hein, à ce projet, réduire le taux de chômage? La réduction du taux de chômage, c'est le but. Je peux dire que c'est l'objectif global, quoi, l'objectif utile. Mais vous constatez que dans les projets, souvent, l'objectif global échappe vraiment au projet. C'est que le projet contribue à l'atteinte de l'objectif global, mais à lui seul ne peut pas résoudre, ne peut pas atteindre l'objectif global. Et je vous donne encore pour être concret l'exemple euh, des jeunes formés. Nous avons formé 1000 jeunes. Il se fait que 500 ont eu des compétences, sont mis à leur propre compte ou bien ont été insérés. Est-ce que les 500 seulement, eux seuls, suffisent à pouvoir, je sais pas, réduire totalement le taux de chômage? Non. Parce que dans le même cas que nous sommes en train de faire la formation de ces jeunes-là, il y a peut-être un autre projet, il y a un autre plan, un autre projet du gouvernement qui est en train de faire un recrutement, mais qui est en train de revoir les tests pour pouvoir engager plus de jeunes. Ouais. Donc, à nous seuls, le projet seul ne peut pas dire que lui, il a atteint, il a diminué le taux de chômage de tel sans la contribution des autres facteurs externes. Donc, le but, si je dois me retenir, le but, c'est l'objectif global. Mais l'objectif, l'objectif vraiment, c'est pourquoi est-ce que ce projet, euh, euh, qu'est-ce que ce projet va effectivement réaliser? C'est pour ça que vous voyez, il y a un objectif spécifique et sur les objectifs spécifiques n'ont pas d'effet. C'est le changement, en fait. C'est le changement qu'on veut, qui est l'objectif. Donc, pour être clair, c'est que quand on prenait le but, dans le cas de logique, le but est égal à la logique globale. Mais si on veut prendre l'objectif intrinsèquement, tel qu'on le dit, l'objectif, c'est plus, on a plus la main sur l'objectif que sur le but. Le projet peut agir sur l'objectif que sur le but, qui est un truc qui échappe des fois au projet. Par exemple, quand je prends un autre exemple, je prends euh, la réduction du taux de mortalité dans un pays, par exemple, le taux de mortalité infantile. Ouais, nous avons pris un projet, nous avons ciblé les zones rouges et nous avons pris un projet pour pouvoir, c'est pas, prévention, prise en charge, tout. Le but utile pour nous, c'est de réduire le taux de mortalité infantile au pays, dans le pays. Le but biologique global. Mais est-ce que à la fin, là, même si nous arrivons à réduire de 2%, mais de 3%, est-ce que nous pouvons dire que le projet à lui seul, c'est à cause du projet seul, c'est à cause de l'impact du projet seul que ce taux-là a passé de 2%, de 3%. Ça peut l'être, on peut faire des enquêtes pour pouvoir le prouver ou pas. Mais le plus souvent, on a compris que c'est pas seulement les résultats apportés par le projet qui ont contribué à diminuer cette tendance lourde-là. Il y a d'autres choses qui se font par le gouvernement, mais pas par d'autres partenaires, qui ont contribué aussi à faire baisser ce taux-là. Donc, le but échappe souvent au projet. On le formule pour l'atteindre, mais on ne l'atteint pas forcément, puisqu'il y a souvent l'évaluation qu'on fait, l'évaluation ex post, doit permettre de pouvoir dire comment est-ce que doit quantifier l'apport du projet à la réalisation de l'objectif global qui est le but. Voilà ce que je peux répondre. Je ne sais pas si j'ai été un peu clair, mais le but, souvent, quand on le formule, c'est un truc qui échappe au projet. Mais les objectifs, pas les objectifs spécifiques, sont des choses sur lesquelles le projet peut agir et peut rendre compte du changement de comportement. Voilà un peu ce que je peux dire. Maintenant, votre deuxième question, c'était quoi déjà?
Euh, C'était au niveau de, comment dire, des indicateurs. Il y a des cas où c'est un peu, je vais dire, on trouve des indicateurs, certes, mais bon, je vais dire, en gros, ce pas des indicateurs percutants ou bien pertinents. Dans ces cas de figure-là, je dis, et c'est pas si vous avez une stratégie ou bien des astuces pour pouvoir décliner des indicateurs de performance je dis que important, je vais dire de qualité en fait, de qualité, voilà, c'est ce que je veux dire. ok, je comprends. C'est que vous avez un objectif, mais vous n'arrivez pas à trouver des indicateurs qui puissent vraiment rendre compte de l'objectif. C'est ça. Allô, monsieur Yacouba. Monsieur Oui, je Yacouba. suis là, je C'est suis là, je suis ça? là. C'est ça, c'est C'est que bien ça. vous avez un objectif, mais en creusant la tête, en discutant avec les autres, vous n'avez pas trouvé un indicateur qui puisse vraiment rendre compte de cet objectif-là. C'est bien cela. Oui. OK. Non, c'est un cas qui est fréquent, hein. C'est un cas qui est fréquent, hein. Moi, je le dis souvent pour ceux qui veulent entendre. Même quand on dit trouver un indicateur smart, il y a des indicateurs que nous trouvons qui font l'affaire, mais qui ne sont pas totalement smart. Ça ne veut pas dire que nous sommes incompétents, ou bien, voilà. Ok, ça arrive. Dans ce cas, il faut trouver un ou deux indicateurs précis. C'est qu'il y a des indicateurs qui n'arrivent pas totalement à rendre compte, mais ce sont des indicateurs qui s'approchent qu'on peut utiliser à la place du bon indicateur, quoi. C'est comme on a un bon indicateur, je vais revenir sur ça. Je ne l'ai pas fait dans le cours, mais il y a des fois où aussi on trouve le bon indicateur, c'est très bien, mais on ne sait pas comment. C'est impossible à fournir, quoi, à collecter. Dans ce cas, vous faites comment? Vous avez un bon indicateur hein, qui rend compte de l'objectif, mais vous avez analysé le processus de collecte, vous voyez que c'est impossible. Le projet n'a pas l'argent pour collecter ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas garder ça. Donc, on trouve des profits. Eh bien oui, c'est ce qu'on appelle les réalités du terrain, hein. On est confronté des fois à la réalité du terrain où on trouve des profits. On essaie de trouver des indicateurs qui s'approchent de l'objectif, un ou deux, pour pouvoir au moins faire une simulation pour dire oui, si nous avons collecté cet indicateur, ce n'est pas le vrai indicateur qui s'arrive à l'objectif, mais nous savons que si cet indicateur augmente, c'est que l'objectif là est en train d'être atteint. Bon, on justifie, on documente. C'est ce qu'on fait souvent. Donc, des fois, il y a des cas comme ça qu'on fait et voilà un peu. On trouve des procès en fait. C'est bon? Oui, oui, c'est bon, c'est bien, merci. Monsieur Book, HP Omnibook, a levé la main. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur Koudou, je suis monsieur Kamara Amadou. Ah, s'il vous plaît, la voix est très faible. Je vous entends pas. Je vous entends faiblement, s'il vous plaît. Bon, permettez-moi de reprendre et maintenant c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Voilà, je disais que je suis monsieur Kamara Amadou. Je vous appelle de San Pedro en Côte d'Ivoire. Ok, enchanté. Ouais, le plaisir est partagé. Oui. Je voudrais vous remercier pour la qualité de la formation. Vous voyez, la gratuité dont vous parlez est une méthodologie qui véritablement est importante parce que la formation c'est la clé de tout succès. Moi, je suis très heureux parce qu'il n'y a pas de gratuité. Je sais que vous avez pris de votre temps pour nous écouter et ça, c'est un sacerdoce. Merci pour déjà de le faire. Mais maintenant, en 3 jours, quel doit être devons retenir, c'est-à-dire du point de départ jusqu'à la fin des 72 heures de formation que vous nous proposez? Que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'outils que vous nous avez donnés, notamment la pertinence même de la formulation et puis La voix part et la voix revient. ça, c'est peut-être à cause du réseau, hein, mais donc je vais faire court. Il dit, qu'est-ce qu'il Oui. faut qu'on retienne aussi les 72 heures? Parce qu'il n'y a pas de gratuité. Je voudrais d'abord vous remercier. Vous avez pris de votre temps pour nous dispenser ce cours qui est important. Mais maintenant,
Sur Oui, les 72 heures, quelle doit être oui. notre posture, OK, hein, en termes de stratégie de changement de comportement, nous qui OK, voulons, en termes, voilà, nous les décideurs. Parce que OK. tu vois, il y a beaucoup d'outils que vous mettez à notre disposition, tels que le Kobo Toolbox, le SPSS, et puis Oui, vraiment de faire OK. des J'ai compris la synthèse de votre préoccupation. En fait, pour aller tout droit, en fait, j'ai pas voulu, lors de cette formation, et vous rabâcher les oreilles avec ce que vous connaissez déjà, suivi, évaluation, les définitions. Non. J'ai voulu travailler sur des cas concrets de problématiques qu'on retrouve euh, dans la réalité, en fait. Et dans la réalité, vous savez que peu de projets prennent en compte le système de suivi et évaluation. C'est vrai qu'ils engagent des professionnels, des fois, en suivi et évaluation, mais ils ne leur donnent pas, en fait, ils ne connaissent pas l'importance vraiment de celui qu'ils ont engagé. Bon, il faut l'engager pour l'engager. Ce qui les importe souvent, c'est de consommer, en fait, c'est de faire des activités. Parce qu'il y a les activités, il y a les délais pour les activités, on fait les activités. Mais ce qu'ils oublient souvent, le projet n'est pas né pour pouvoir faire des activités. C'est là où moi, je vais envoyer par rapport à mon cours d'hier. Parce qu'on n'a pas encore fait les 3 jours, hein. Il y a demain à 14 heures, heure béninoise. Je précise toujours demain à 14 heures, heure béninoise pour le troisième cours. Je voulais mettre l'accent sur le système, l'importance du système de suivi et évaluation. Dans l'identification même, même si on a un problème qu'on voit, un problème dans la société, et même pour justifier de l'importance de ce problème, comment dit-on, de l'évolution de ce problème, des impacts de ce problème dans la population, nous avons besoin de chiffres, nous avons besoin de données analysées, traitées, pour pouvoir donner, comment dit-on, des gages, des preuves dans le diagnostic. Et là, je disais déjà que pour pouvoir avoir ces données-là, il vous faut mettre en place un système de suivi et évaluation. On dit un système de suivi et évaluation, mais c'est un système de collecte des indicateurs pertinents pour pouvoir faire le diagnostic. Et c'est ce système même qui vous donne des pistes pour élaborer la théorie de changement, pour faire le cadre logique. Et c'est ce même système-là qui vous permet de pouvoir suivre lors de la mise en œuvre du projet, de faire le suivi, de faire l'évaluation et de faire la capitalisation. Et ça, c'est déjà un truc que vous devez pouvoir le prendre l'implanter quotidiennement, le partager à côté de vous, pour savoir que si un projet doit marcher, ce n'est pas seulement les activités qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire le suivi des activités, c'est bon. Mais ce qui fait vraiment changer un projet, c'est les indicateurs d'effet, c'est le changement observé, c'est ce que vous produisez, comment est-ce que ça agit sur les bénéficiaires, comment est-ce qu'on peut quantifier le changement qui agit sur les bénéficiaires. Et ça, c'est le rôle des spécialistes de suivi et évaluation. Maintenant, ce que j'ai donné hier aussi, c'est qu'il n'y a pas de ressources qu'on mette à disposition pour ces personnes-là parce que les données, on connaît l'importance des données que lorsqu'on en a besoin. Lorsque le coordinateur doit rendre compte au bailleur, qui doit faire une réunion avec le maire ou bien quelqu'un, c'est là qu'il dit, ah, tu as fourni le rapport, alors que vous n'avez pas assez de ressources pour pouvoir alimenter le système de collecte que vous avez mis en place. Et ça, c'est un problème. Et ça, il faut attirer l'attention de ceux qui gèrent des projets. Là, il ne s'agit pas seulement de compétences. Là, il ne s'agit pas d'avoir de l'argent, mais il s'agit de la viabilité du projet et surtout de pouvoir atteindre les objectifs du projet. Parce que dans le commun des modèles, les gens pensent que le fait de réaliser les, les activités suffit seulement pour dire que le projet a atteint ses buts, ce qui est faux. Parce qu'il y a des indicateurs d'impact, il y a des indicateurs d'effet qu'on doit éprouver à travers l'évaluation, à travers les critères de pertinence, d'efficacité et bien d'autres critères. Ça, c'est ce que nous avons vu hier. Et nous avons vu aussi qu'il y a de nouveaux systèmes de suivi et évaluation qu'il faut se mettre à jour. Avant, on collectait les données. On pensait que pour pouvoir faire le suivi et évaluation, il faut juste collecter les données à travers les papiers, tout ça là, faire des rapports de 15 à 20 pages.
Ce qui est faux actuellement. Actuellement, c'est que quand vous prenez le projet, vous devez d'abord faire un tableau des indicateurs de performance. À partir de ce tableau d'indicateurs, vous devez faire un plan de suivi, évaluation, adossé à un plan de collecte. Tous ces documents-là, vous devez pouvoir les avoir, savoir comment on les utilise. Et là, si vous avez votre plan de collecte, maintenant, vous installez votre système de collecte. C'est-à-dire les fiches qu'il faut mettre, les tableaux qu'il faut mettre à disposition des gens. Et ça, vous pouvez plus le faire par papier. Vous pouvez le faire à travers des outils, des nouveaux outils. Il y a Google Form, d'où la formation en Google Form. Il y a Kubotos Boss, d'où la formation en Kubotos Boss. Il y a le traitement des données que vous devez faire. Parce que quand vous collectez des données numériques, vous faudra bien les traiter. Si vous êtes un expert en Excel, c'est bon, très bon, et je vous encourage. Maintenant, si quelqu'un n'utilise pas Excel et qui se contente juste des petits tableaux, c'est pas bon parce que le niveau de réalisation du tableau a évolué avec les nouveaux logiciels. Il faut que chacun se mette à jour. Si vous avez un niveau débutant en Excel, c'est déjà bon, mais vous devez aller au niveau intermédiaire en utilisant des tableaux croisés dynamiques, en utilisant, comment dit-on, les maquettes de suivi conçues avec les intégrateurs de formules, et ainsi de suite. Si vous voulez, vous passez à un autre niveau qui est celui de SPSS, où vous allez analyser les données statistiques, on vous apprend comment on analyse, ou vous allez vers Power BI, qui va vous faire des jolis schémas à travers les variations des options que vous avez, option A, option B, option C. Donc, on vous apprend tout ça. Donc, c'est pour que les gens se mettent à niveau, hein, et qu'ils puissent digitaliser leur système de suivi et d'évaluation. Si aujourd'hui, moi, j'ai mis l'accent sur les indicateurs, parce que l'autre problème aussi, c'est que on fait des projets, on met beaucoup d'indicateurs, mais pour renseigner ces indicateurs, c'est un problème. D'abord qu'on ne finance pas déjà très bien la série de suivi et évaluation. On fait un maquette de 20 indicateurs, alors que chaque indicateur a un coût. Donc, comment est-ce que vous, en tant que suivi et évaluateur, avec le peu de moyens qu'on vous donne, comment est-ce que vous pouvez vous en sortir? C'est ce que j'ai dit ce soir. C'est que vous devez voir à travers ces indicateurs-là les plus pertinents. Ceux qui doivent donner, agir directement sur l'objectif, ceux qui doivent donner l'information la plus pertinente, c'est ça que vous pouvez vous collecter. Mais si on vous pose la question, est-ce que les autres, je n'ai pas les ressources, parce que chaque indicateur que vous mettez engendre un coût de collecte. Ouais. Donc, avec ces indicateurs pertinents, comment les retrouver, voir les indicateurs pertinents, les retrouver, j'ai montré à travers le cours d'aujourd'hui. Mais ces indicateurs aussi, c'est que vous devez pouvoir les collecter et s'assurer que les données que vous avez sont les données vérifiables. C'est là où j'ai mis l'étude par rapport à la vérification des données. Pour pouvoir les vérifier, vous pouvez demander à l'enquêteur de pouvoir prendre des photos. Il y a la liste, il y a les rapports, il y a le GPS que vous pouvez utiliser. Pour tout ça, là, c'est un site de vérification pour quelqu'un qui peut douter euh, des, 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 des analyses que vous faites, bien, des indicateurs que vous avez collectés. Voilà. Et pour finir, j'ai montré la logique d'intervention, c'est que pour que vous soyez au niveau actuellement, vous devez comprendre une logique d'intervention, c'est-à-dire comment faire un diagnostic par rapport à un projet, et comment faire un théorie de changement, le cadre logique et tous les outils qui suivent. Voilà. Demain, maintenant, nous allons voir, lorsque nous avons déjà fait le traitement des données, nous avons des indicateurs, comment est-ce que nous puissions quitter de ces indicateurs pour passer à la prise de décision? Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans un rapport? Parce que le rapport que nous faisons trimestriellement, c'est un rapport laconique, 15 à 20 pages. Mais pour quelqu'un qui doit décider, c'est les schémas, c'est les vidéos, pas vidéos, oui, des fois des vidéos, des tableaux qui lui permettent de pouvoir en une seconde prendre une décision. Là, on ne parle plus de rapports de 10 pages, 30 pages, on parle de rapports de une ou deux pages. Comment est-ce qu'on peut le faire? Quelles sont les choses qu'on doit mettre dedans pour que ça attire l'attention? Voilà. Merci. Bon, j'avais vu la main de M. Camara. Euh, Monsieur Camara de San Pedro, c'est bon? Très bon. Vraiment, merci beaucoup pour la réponse apportée. Merci beaucoup. Merci. OK, c'est moi. Bon, il y avait une main, j'avais vu M. Yacoub. Bon,
Monsieur Yacouba, attendez, hein, j'ai des gens qui ont écrit dans le chat, tu vas voir. Je veux un peu d'expérience sur les impacts. OK. Monsieur Abi, merci pour la présentation. J'espère. Oh, merci. Ne m'appelez pas expert, hein. Je suis juste quelqu'un qui partage, qui se cultive, qui partage sa connaissance. Je suis pas expert, je suis comme vous. Merci beaucoup, merci à vous. Monsieur Yacouba, attendez, hein, il y a Monsieur Habib et Madame Habib qui a posé la question sur les impacts, en fait. Voilà. Ce qu'on appelle impact, c'est ce que j'expliquais un peu, c'est que les impacts, c'est ce que nous, et je pense souvent que quand on parle d'impact, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on observe juste à la fin du projet. C'est-à-dire, bon, je reviens encore sur notre exemple de jeunes formés là. Euh, nous avons formé des jeunes, c'est top, qui ont eu des compétences top. Et bon, à la fin du projet, on a constaté qu'un an après, donc juste à la fin du projet, nous avons constaté qu'il y a 500 qui ont eu bon, qui sont insérés, qui ont eu un travail, qui ont créé une structure, qui sont mis à leur compte, tout ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Mais l'impact vraiment, c'est dans le temps, en fait. On observe l'impact dans le temps. Pour certains projets, l'impact, pour pouvoir observer l'impact vraiment que le projet a eu, le changement de comportement durable. En fait, l'impact, c'est le changement de comportement, c'est le changement que vous amenez dans la vie des bénéficiaires. Est-ce que ça dure dans le temps? C'est ça l'impact, en fait. Donc, ce que nous observons juste à la fin du projet, c'est bon. Ça aussi, on peut l'appeler l'impact. Mais le vrai impact, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après. On revient, on voit si les 700 jeunes-là qui ont eu du boulot, est-ce qu'ils ont continué? Est-ce qu'ils ont augmenté? Est-ce que leur nombre a augmenté ou diminué? Est-ce qu'eux-mêmes, ils ont créé de l'emploi pour deux jeunes? Est-ce qu'ils ont continué à s'insérer? Est-ce qu'ils ont continué à se former? Est-ce qu'ils ont continué comment dit-on, leur activité génératrice de revenus? Est-ce que ça a perdurer dans le temps? C'est ça l'impact. C'est vraiment ça l'impact. Mais peu de projets mettent l'argent pour qu'un an après, 2 ans après, on puisse faire cette enquête-là. Pour vraiment voir si les résultats à la fin du projet que tout le monde a vu et a applaudi sont restés dans le temps. Et ça, quand un projet arrive à faire l'étude d'impact et qu'on voit vraiment que le changement est durable, c'est la meilleure réussite. C'est totalement la meilleure réussite. Mais beaucoup de gens savent bien que les changements qu'ils ont apportés ne vont pas durer dans le temps. Ils ne veulent pas, ils se passent même plus la tête pour voir faire quoi. Pour pouvoir mettre les jeunes, mettre de l'argent pour pouvoir faire ce genre d'enquête. Donc, je ne sais pas si j'ai un peu répondu à votre préoccupation par rapport aux impacts. OK. Ah, Monsieur Yacouba, vous avez levé la main. Oui, formateur. Oui. Oui. Selon vous, la réussite d'un projet, c'est lorsque vraiment euh, on a pu réaliser le projet et puis après évaluer un peu l'impact du projet. Maintenant, en fait, on nous dit tantôt que on évalue un projet avec les trois éléments suivants, c'est-à-dire la qualité, le coût et le délai. Si les trois éléments sont vraiment au rendez-vous, on dit que non, le projet a reçu. Donc, je ne sais pas, est-ce que cette partie-là, vous pouvez vraiment bien expliquer? Merci. Oui, en fait, je ne sais pas si je l'avais dit. Quand on faisait le cours hier, j'avais parlé de quand on évalue un projet. Je vous encourage à vous faire former, si vous avez des cours, des, des, des formations en évaluation de projet. Je vous encourage à vous faire former dans l'évaluation de projet. C'est passionnant. En fait, ce que vous venez de ressortir, c'est les trois critères lorsqu'on fait une évaluation de projet. Mais au-delà de ces critères, les critères, je vais retrouver
Il y a la pertinence, il y a l'efficience, il y a la durabilité. Euh, un instant, je vais retrouver ça dans le slide. Hmm, je ne l'ai. Attendez un instant. Je dois pouvoir l'avoir ici, quelque part ici. Évaluation du projet. Bien, je vais. Parce que j'avais déjà fait un cours sur. Voilà. Je vous lis. Les critères d'évaluation du comité d'aide au développement. euh, bon, je partage avec vous. Je partage là avec vous. Ah, j'avais dit, hein. Je partage là. Un instant. Hmm, euh, non, je partage avec vous, c'est ça. Voilà, pour faire l'évaluation d'un projet, pour montrer que le projet a réussi ou pas, il y a des critères qu'on utilise. Il y a la pertinence, il y a l'efficacité, il y a l'efficience. Ça, c'est le coup que j'ai fait l'année passée avec ceux qui sont formés en évaluation de projet. Et chaque critère a des outils qu'on utilise pour pouvoir évaluer le projet. Quand on prenait la pertinence répond à quel projet, à quelle question. Le projet répond-il aux besoins réels des bénéficiaires? C'est ça, la réponse la pertinence, la question de la pertinence. Efficacité, les objectifs sont-ils atteints? Ça, c'est efficace. Efficience, les résultats ont-ils été obtenus à un coût raisonnable? Ça, c'est l'efficience. L'impact, quels sont les changements positifs ou négatifs générés par le projet? Durabilité, les bénéfices vont-ils persister après la fin du projet? Vous voyez, impact et durabilité là, c'est ça qui montre vraiment que le projet a réussi. Ce n'est pas pertinence, efficacité, efficience. Pertinence, efficacité, efficience, c'est pour voir est-ce que ce qu'on a prévu là, on l'a fait. On veut construire des machines, on a construit. On veut former 500 personnes, on a formé. On donne de semences aux femmes, on l'a fait. Ça, à quel coût? On l'a fait. À quel délai? On l'a fait. Dans les délais, tout ça. C'est bon. Mais un projet, souvenez-vous, hein, un projet est né pour changer la vie des gens. Pour changer la vie des gens, je vous dis. Mais si vous faites tout ça là et le projet ne change pas la vie des gens, c'est qu'il n'y a pas un changement de comportement. Mais votre projet, ce n'est pas un projet à succès. C'est un projet à succès dans les papiers, par rapport aux indicateurs que vous, bon, d'efficience, d'efficacité, ça c'est quoi. Mais par rapport à l'impact et par rapport à la durabilité, votre projet a échoué. Alors que c'est ce qu'on recherche. Un projet est né pour impacter. Donc, l'impact mesure les changements positifs et négatifs que votre projet a générés. Et la durabilité voit si les bénéfices de ce projet-là, ce que les gens ont eu lorsque vous êtes en train de mener ce projet-là, est-ce que ça perdure dans le temps? Je vais vous donner un exemple. On veut faire des pistes, des routes. Le gars, il vient, il fait des pistes et les routes. Les gens applaudissent. On a coupé rideau, ruban, tout ça, tout ça. En un an, ça a changé la vie des gens. Mais on revient encore 2 ans après, les pistes qu'on a mis de l'argent dedans, là, il y a des granulés partout, des nids de poules partout. Ce projet-là a réussi. Pourtant, c'est pertinent. Pourtant, c'est efficace. Pourtant, efficace parce que ce qu'on a prévu, on l'a fait. Efficience, les coûts. On est resté dans l'enveloppe des coûts. Mais est-ce que vous pensez vraiment que ce projet-là a changé vraiment durablement la vie des gens? Non. Est-ce que ce projet a impacté la vie des gens? Non. Voilà, j'ai terminé, monsieur Jacoba.
Monsieur Yacouba, vous êtes satisfait? Oui, oui, c'est bon, très satisfait. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc voilà, c'était un cours que j'avais fait sur l'évaluation des projets et programmes communautaires, module 3, planification de l'évaluation. Voilà. Bon, bref. OK. Est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas d'autres, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous consacrez. C'est pas facile le samedi, 15 heures en plus, c'est pas facile. Donc, je vous remercie vraiment pour l'intérêt. Et demain, nous allons poursuivre. Demain, c'est à 14 heures, heure béninoise. Donc, je ne sais pas si c'est à 13 heures chez vous, mais à 15 heures chez vous, je ne sais pas trop. Prenez le rendez-vous, prenez soin de vous. La santé, rien que la santé.